Il existe un tubercule dont le rendement égale celui de la pomme de terre. Il prospère sur des sols marginaux où rien d'autre ne pousse. Il se décline dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et a le goût d'un fruit sucré après le gel. Il nourrissait des civilisations 8000 ans avant l'arrivée des Européens. Puis les conquistadors ont jugé qu'il ressemblait trop à une forme de survie sans leur permission. Ils ont choisi la pomme de terre pour leur empire et ont laissé celui-ci dépérir. Voici l'histoire de la récolte qu'ils ont enterrée pour vous affamer. Bienvenue dans les archives de la nature perdue. Les archives s'ouvrent dans le désert côtier péruvien, sur des sites archéologiques proches de l'actuelle ville de Lemur. Des chercheurs qui creusaient dans le sable aride ont fait une découverte extraordinaire. Des tubercules conservés, petits, colorés, cylindriques et à la texture bosselée caractéristique. La datation au carbone 14 les a estimés à 4250 ans. Mais ce n'était que la côte. Plus haut dans les Andes, sur un site appelé Tres Ventanas, à une altitude de 4000 mètres, des chercheurs ont trouvé des preuves suggérant que cette culture pourrait avoir été pratiquée pendant 10 000 ans. 10 millénaires de partenariat humain avec une seule plante, avant les pyramides, avant l'écriture, avant même la pose de la première brique à Rome. Mais voici ce qui rend ces découvertes si importantes. Elles n'ont pas été trouvées à proximité de restes de pommes de terre. On les trouvait sur des sites où la culture de la pomme de terre était impossible. Il ne s'agissait pas d'une culture de repli, mais de la principale source de nourriture pour les populations vivant en marge des terres cultivables. La plante vers laquelle ils se tournèrent lorsque l'altitude, le froid et la pauvreté du sol firent échouer les autres cultures. Il s'agit de l'ocre, scientifiquement connu sous le nom d'Oxales tuberosa, le deuxième tubercule le plus important des Andes. Pendant 8000 ans, les agriculteurs quechua et Aymara ont cultivé l'ocre en rotation avec les pommes de terre, la plantant sur des terres marginales, sur des pentes élevées, sur des sols pauvres, avec lesquels même les pommes de terre avaient du mal. Ils l'ont appelé « Royaume uni » et ils en ont fait un chef-d'œuvre de sécurité alimentaire. Ils ont établi deux catégories distinctes en fonction de leur composition chimique. Les variétés amères, appelées lui ou pusque, contenaient de fortes concentrations d'acide oxylique. Les agriculteurs faisaient tremper ces tubercules dans l'eau pendant 1 mois, puis les lyophilisaient durant les rudes nuits andines pour obtenir le kaya, un aliment conservé qui pouvait se garder des années et constituer une réserve en cas de famine. Les variétés sucrées, appelées miski, étaient exposées au soleil pendant plusieurs jours après la récolte. Le soleil réduisait l'acidité et augmentait la teneur en glucose, transformant ainsi un légume racine en un aliment qui pouvait être consommé cru comme un fruit ou bouilli, cuit au four ou frit comme une patate douce. La diversité était stupéfiante. Les tubercules allaient du blanc crème au rose fluo, au rouge foncé et au violet. Les agriculteurs donnaient aux variétés des noms poétiques tels que cendre noire et fleur de cosmos rouge. Cet art botanique s'est développé au fil des millénaires, et le profil nutritionnel explique pourquoi l'ocre est devenu si essentiel à la survie des Andins. L'ocre fraîche contient 42% de vitamine C de plus que les pommes de terre. Elle est riche en fer, 45% de plus, et contient près de 4 fois plus de fibres. Elle est riche en protéines, avec un profil d'acides aminés équilibré, tout en étant moins calorique et moins riche en glucides que la pomme de terre. Mais le véritable atout de l'ocre résidait dans son utilisation agricole. Les agriculteurs andins traditionnels la cultivaient jusqu'à 4100 mètres d'altitude, 13 000 pieds. Elle poussait sur les pentes où passaient les tracteurs et dans des sols appauvris par d'autres cultures. Elle ne nécessitait ni engrais, ni pesticides, juste un désherbage occasionnel et les rendements étaient stupéfiants. Avec les méthodes traditionnelles, elle égalait la pomme de terre. Mais grâce à des semences modernes exemptes de virus, l'ocre peut produire jusqu'à 55 tonnes par hectare. C'est plus que de nombreuses variétés de pommes de terre commerciales. Et l'ocre y parvient sur des terres où la pomme de terre ne pousserait pas.
Il ne s'agissait pas d'agriculture de subsistance, mais d'une ingénierie agricole sophistiquée, conçue pour extraire un maximum de nutriments d'un terrain difficile. Des urnes en céramique, datant d'il y a 1000 ans, représentent l'ocre aux côtés d'autres cultures vénérées. C'était un aliment de base, un pilier de l'Empire. Les chroniques de la conquête espagnole la décrivent comme étant très prisée. Mais ces mêmes chroniques relatent ce qui s'est passé ensuite. Le 16 novembre 1532, Francisco Pizarro captura l'empereur Inca Atahualpa. Malgré la réception d'une pièce remplie d'or en guise de rançon, Pizarro l'exécuta. La couronne espagnole et l'Église exigèrent que les cultures européennes remplacent les cultures indigènes. Blé, orge, fèves, telles étaient les cultures de la civilisation. Aux yeux des Espagnols, la nourriture des Incas fut délibérément effacée, reléguée à l'oubli. Mais les Espagnols firent une exception. Ils adoptèrent la pomme de terre. Pourquoi la pomme de terre et pas le gombo? La réponse révèle toute la logique du contrôle colonial. La pomme de terre était un aliment pratique pour les esclaves dans les mines d'argent. Elle s'inscrivait dans le modèle agricole européen des vastes champs en monoculture. Et surtout, la pomme de terre présentait moins de diversité. Les Espagnols pouvaient standardiser sa culture plus facilement que celle des centaines de variétés ocre locales. Ocre représentait un danger pour le pouvoir colonial. Il incarnait un savoir agricole qui échappait à la compréhension européenne. Elle représentait une sécurité alimentaire qui ne dépendait pas des semences ou des méthodes européennes. Elle symbolisait la capacité des peuples autochtones à survivre de manière autonome sur des terres marginales que les Espagnols ne pouvaient ni contrôler ni taxer facilement. L'ocre fut donc systématiquement marginalisée. Elle fut stigmatisée, considérée comme un tubercule de pauvres, associé au retard et à la misère. Cette stigmatisation persista pendant près de 5 siècles. Aujourd'hui encore, dans les villes du Pérou et de la Bolivie, l'ocre est souvent perçu comme un aliment paysan. La culture qui nourrit les Incas pendant 8000 ans fut réduite à un simple légume. Mais voici ce que les Espagnols ne purent effacer: la réalité biologique que représente l'ocre. On ne peut pas breveter une culture vieille de 8000 ans. On ne peut pas obliger les agriculteurs à acheter de nouvelles semences d'ocra chaque année, car cette plante se propage par voie végétative à partir de tubercules. Tout agriculteur cultivant de l'ocra peut conserver son propre matériel de plantation indéfiniment. On ne peut pas imposer d'engrais, car l'ocra prospère sur des sols pauvres. On ne peut pas créer de dépendance, car l'ocra est adapté aux conditions difficiles où l'agriculture industrielle peine à survivre. Ocreuse présente la souveraineté agricole. La musique a toujours été une menace. Ce n'est pas que l'ocre soit inférieure aux pommes de terre, c'est qu'elle permet aux gens de se nourrir sans dépendre du système industriel. Mais le savoir est plus difficile à détruire que les plantes. La redécouverte moderne de l'ocre a commencé discrètement dans les banques de gènes. Le Centre international de la pomme de terre au Pérou conserve aujourd'hui plus de 800 variétés, préservées comme une assurance contre leur disparition. Des chercheurs comme la docteure Eve M. Schwiller ont consacré des décennies à l'utilisation du séquençage de l'ADN pour retracer l'origine sauvage de l'ocaille, prouvant ainsi sa complexité et son ancienneté. Hemwiller a découvert que ce que les agriculteurs appellent une variété unique est souvent un mélange de plusieurs génotypes. C'est précisément cette complexité qui rend l'ocre impossible à commercialiser. On ne peut pas breveter une culture présentant une telle diversité, préservée par les agriculteurs. Mais l'adoption moderne la plus réussie de l'ocre s'est faite loin des Andes. En 1860, l'ocre fut introduite en Nouvelle-Zélande, probablement à bord de baleiniers. Les Néo-Zélandais reconnurent ce que les Espagnols avaient délibérément ignoré. L'ocre était robuste, nutritive et savoureuse. Ils la baptisèrent igname de Nouvelle-Zélande, bien qu'il ne s'agisse pas d'une igname, et la cultivent commercialement depuis lors. Aujourd'hui, on trouve du gombo dans les supermarchés néo-zélandais,
Il se consomme cru en salade, rôti comme des pommes de terre et ajouté au ragoût. Les agriculteurs néo-zélandais ont prouvé que l'ocre n'a pas besoin de l'agriculture industrielle pour prospérer. Il suffit de la respecter pour ce qu'elle est, un tubercule vivace qui produit une nourriture abondante sur des terres marginales avec un minimum d'intrants. Exactement ce dont le monde a besoin face à un climat de plus en plus imprévisible et à une agriculture industrielle de moins en moins durable. La plante ocre est magnifique. Elle pousse basse, avec des tiges épaisses et charnues, et des feuilles semblables à celles du trèfle. Ces feuilles sont comestibles, acidulées comme l'oseille. Les fleurs sont également comestibles, mais son véritable intérêt réside sous terre. L'ocre est une plante de lumière. Elle a besoin de jours courts pour former ses tubercules. En automne, lorsque les jours raccourcissent, la plante concentre son énergie vers le bas. Plus les tubercules restent longtemps en terre, plus ils grossissent. Dans les régions aux hivers rigoureux, la récolte a lieu après les premières gelées. Le froid, en transformant l'amidon en sucre, améliore la saveur. Les tubercules peuvent être conservés pendant des mois dans une chambre froide. Aucun système de réfrigération sophistiqué n'est nécessaire. Et voici le plus remarquable. En dehors des Andes, l'ocre est pratiquement exempte de parasites et de maladies. En Europe et en Amérique du Nord, elle pousse sans presque aucune pression. C'est une véritable mine d'or agricole, une culture nutritive et productive qui exige un minimum d'intrants et qui ne court quasiment aucune menace. Pourtant, elle demeure pratiquement inconnue du reste du monde. Pourquoi? Car l'ocre représente une forme d'agriculture incontrôlable. Elle ne peut être brevetée. Elle ne peut être vendue annuellement. Elle ne nécessite aucun intrant acheté. Elle ne peut être standardisée. L'ocre est la souveraineté agricole incarnée. Et c'est précisément pour cela qu'elle a été réprimée. Non pas parce qu'elle était inférieure, mais parce qu'elle était trop performante dans son domaine. Le savoir vit dans le sol, dans les tubercules transmis d'agriculteur en agriculteur, grâce à une plantation stratégique sur des terres marginales qui maximise la production alimentaire sur des terrains difficiles. Ce savoir n'est pas perdu. Il attend que nous nous en souvenions.